toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission pleine de surprises avec 5 Molières posées sur sa bibliothèque. Aujourd'hui, mon invité, acteur, dramaturge et le meilleur metteur en scène du moment. Impossible de manquer une seule de ses pièces à l'affiche, d'Edmond à Intramuros en passant par Une histoire d'amour. Alexis Michalik dévoile aujourd'hui son dernier bébé, l'adaptation du spectacle Les Producteurs de Mel Brooks au Théâtre de Paris, un petit bijou dont nous allons parler. Alors allez-vous également encenser le fameux Michalik en achetant votre ticket pour le théâtre après notre émission aujourd'hui? La réponse dans 1h30 après notre direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Alexis Michalik, bonjour. Bonjour Cyrielle. C'est une petite entrée en matière qui vous met un tout petit peu la pression quand même. Non, ça me met la pêche. Eh ben, c'est ce que je me disais. Je vois que vous avez un tempérament très calme. Alexis Michalik, je le disais en préambule, il ne se passe pas une seule semaine sans que l'on me parle de vous. Le Cercle des illusionnistes au Splendide, Edmond au Théâtre du Palais Royal, le porteur d'histoire au Théâtre des Béliers parisiens, Intramuros à la Pépinière, Une histoire d'amour à la Pépinière depuis hier. Il est quasiment impossible de passer par une salle de spectacle sans tomber sur une affiche de vos œuvres que vous faites jouer partout depuis cette semaine. J'imagine ô combien vous veillez à leur bon déroulement, même si en ce moment, je crois que votre obsession, c'est plutôt votre 6e spectacle. Oui, c'est ça. Comédie musicale à l'affiche. Le dernier bébé. Voilà, votre dernier bébé pour lequel vous respirez, donc Les Producteurs, votre comédie musicale au Théâtre de Paris. Êtes-vous hyper actif ou avez-vous plutôt un don d'ubiquité ? Alors ni l'un ni l'autre. Je suis plutôt hyperactif que ubiquiste, mais c'est surtout que non, j'ai un peu de discipline et puis surtout j'ai la chance d'avoir des spectacles qui ne quittent pas l'affiche. Donc là, effectivement, quand on dit il y a 5 spectacles à l'affiche, ça impressionne, mais en fait c'est que le premier il a commencé il y a 10 ans et puis entre chaque spectacle il y a 2-3 ans qui se passent, mais on a la chance d'avoir des spectacles qui durent et donc ça s'accumule et c'est super. Alors cette comédie musicale, est-ce que c'était votre rêve de gosse ? Puisque je crois que c'est la première comédie musicale, c'est ça ? C'est ma première comédie musicale, on va dire, avec des moyens. Oui. On en a déjà monté une complètement à l'arrache il y a quelques années, qui était La Mégère à peu près apprivoisée avec ma bande de potes. Mais là, oui, en fait, moi j'ai toujours rêvé de faire de la comédie musicale, enfin d'en monter une en tout cas. Quand j'étais petit, j'ai grandi avec une maman anglaise, donc j'avais cette part de culture anglo-saxonne qui faisait qu'on regardait plutôt les Chantons sous la pluie et West Side Story que Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure. Oui. Quoi. Et voilà, et donc j'ai grandi avec ça, avec ce sens de l'émerveillement de la comédie musicale américaine des années 30, 40, 50, 60. Et un jour, je suis tombé sur Les Producteurs, non pas le film original de Mel Brooks, mais qui est sorti en 68, je crois. Tout à fait. Mais l'adaptation de la stage musical de Broadway, qui était adaptée par Suzanne Stroman, la metteuse en scène de la pièce originale. Et ce film, avec Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman et Will Ferrell, je me suis dit, mais ça devait être un show formidable. Il faudrait vraiment, vraiment, vraiment le faire en France. Et puis, ça n'a pas été fait. Et 15 ans après, les droits étant libres, on s'est retrouvés à prendre les droits et à monter le spectacle. Alors, ce spectacle, on va en parler. Mais d'abord, j'ai envie qu'on commence un petit peu par le début, par qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Nous allons voir, bien sûr, votre parcours où vous avez une grande tendance à la multiplication des projets. Mais d'abord, 2 choses. La première, je dois être honnête avec vous et avec nos auditeurs, puisqu'ils ne nous voient pas forcément, même si on est en Facebook Live. Quand on a commencé à me parler de vous, en me disant le prodige, Michalik, même si on sait que généralement un prodige, c'est plutôt jeune, j'ai pas eu le réflexe tout de suite d'aller vous googliser. Je m'attendais... Voilà, quelqu'un un peu vieux, théâtreux, pour être très franche, qui a de la bouteille et bien sûr des années, mais pas du tout. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous auriez pu jouer dans la version française adaptée de 50 nuances degrés. Voilà, c'est comme ça que je vous vois. Eh bien, c'est un signal au producteur. Et voilà, on va lancer ça et puis peut-être que c'est vous qui le ferez. Mais maintenant, ma deuxième transition sur la deuxième chose, elle est toute trouvée. C'est trop mignon. Bon anniversaire
Alexis Michalik. Merci, vous êtes né gentil. le 13 décembre 1982. Vous avez 39 ans. Aïe, déjà. Depuis 2 jours, mais seulement 39 ans. Pas encore 40. Mais oui, mais c'est surréaliste quand on regarde votre CV qui est aussi long qu'une paracha, comme on dit chez nous. Vous êtes, alors vous l'avez dit, le fils d'un père artiste peintre d'origine polonaise et d'une mère britannique. Alors d'ailleurs, histoire qu'on soit fixé, on est sur Radio J, vous le savez, est-ce que vous êtes juif ? Non, c'est Pologne catho, ce côté-là de ma famille, et puis de l'autre côté, c'est l'Angleterre, donc c'est plutôt protestant. Okay. Et moi, je suis athée. Et ben voilà, comme ça on est fixé, comme ça tout le monde le sait. Alexis Michalik, vous avez été élevé dans le joli quartier des Abbesses, dans le 18e arrondissement de Paris. Vous avez étudié au collège Jules Ferry, au conservatoire du 19e arrondissement, et vous avez passé le concours d'entrée au Conservatoire national d'art dramatique. Mais vous avez laissé votre place en 2003. Je ne vois pas d'autres études quelconques qui vous a aidé à valider et à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui avec la carrière que vous avez. J'ai fait une fac de maths pendant 3 mois à Jussieu, mais bon, ça m'a pas non plus apporté grand-chose, mais j'adorais les maths. Alors on dit que vous êtes un homme d'affaires, c'est vrai ou pas ? Un homme d'affaires, je sais pas qui dit ça. En tout cas, je me sens plus entrepreneur qu'artiste, on va dire. Je pense que j'aime avoir une équipe, j'aime fédérer une équipe, j'aime construire quelque chose. Après, voilà, je sais compter, mais bon, mais pas. On va y venir. Mais est-ce que vous êtes un autodidacte pleinement assumé ? Oui et non, parce que forcément, il y a forcément des gens qui nous tendent la main et qui nous inspirent et qui nous apportent plein de choses. Moi, la première metteuse en scène qui m'a mis en scène, Irina Brouk, quand j'avais 18 ans, dans Juliette C'était en Roméo. 2001. En 2001, elle m'a complètement appris ce qu'était la mise en scène et c'était fou de découvrir ça avec elle. Et puis Benjamin Bellecourt, mon meilleur ami et associé, en fait, il produit tous mes spectacles et c'est pareil, c'est quelqu'un qui m'a tendu la main. Vous êtes fidèle donc à l'équipe qui vous a donné votre chance. Vous étiez acteur avant tout, il faut le rappeler. Votre carrière, donc on l'a dit, elle a concrètement débuté en 2001, donc 2 ans avant de passer le concours, lorsque vous avez obtenu ce rôle dont vous nous avez parlé par Irina Brouk, le rôle dans Roméo et Juliette. Voilà, c'était un petit peu décalé, je crois. C'était un peu décalé, oui, ça s'appelait Juliette et Roméo et c'était une version un peu moderne, brute, avec du hip-hop, etc. Mais c'était une très belle version et surtout j'ai découvert que en fait la mise en scène c'est pas juste dire un texte, ça pouvait être former un groupe, proposer des choses, des gags, transformer une scène, apporter de la musique. Enfin, elle m'a vraiment ouvert les yeux sur la liberté qu'on pouvait avoir au théâtre. Et justement, je crois que c'est à ce moment-là que vous avez eu un petit peu ce déclic avec notamment Shakespeare, qui pour vous vous dites que vous êtes de l'école de Shakespeare. Je dis même que c'est mon petit dieu personnel, effectivement. C'est lui qui réinvente les mythes. Oui, non, mais voilà, Shakespeare, c'est le saint patron de tous les auteurs de théâtre, quoi. Il y a pas mieux, on n'a pas fait mieux depuis, on fera pas mieux, je pense. Chacune de ses pièces, il y a du bon. Ses scénarios sont incroyables. Les dialogues, l'humour, la comédie, la tragédie, le drame, la poésie, enfin, il y a tout dedans, quoi. Shakespeare, ça vous a aussi inspiré Edmond, pour lequel vous avez eu, je crois que vous avez été, on l'a dit, vous avez les Molières, voilà, c'est quand même assez incroyable. Edmond, vous l'avez fait au théâtre en 2016 et puis au cinéma en 2019. Tout à fait. Et donc Shakespeare vous inspire énormément. Alors, vous voyez très vite, vous voyez comme un raconteur d'histoire. C'est ça que vous voulez mettre en lumière. C'est donc tout naturellement que vous avez finalement refusé le CNSAD pour monter votre spectacle à 22 ans. Ouais, c'était il y a longtemps, le CNSAD, mais en fait, c'est surtout que je pense que j'avais envie de bosser plus que d'être dans une école, et le théâtre, c'est un métier artisanal, c'est un métier d'artisan, c'est un métier qui s'apprend sur scène et qui se transmet, en fait, des gens qui sont plus doués et qui ont un peu plus de bouteilles à des gens plus jeunes, et voilà, donc j'avais pas trop envie d'aller m'enfermer dans une école pendant 3 ans, puisqu'on n'a pas le droit de jouer quand on est au CNSAD. Donc à la place, effectivement. Alors que vous aviez déjà eu des petits rôles. J'avais un agent, je commençais à faire des tournages et tout. Donc je me suis dit non, mais en fait j'ai envie de tenter l'aventure, pas tout seul, mais un presque. peu à part, quoi. Ouais. Au Festival d'œuvres d'Avignon, au Théâtre des Corsins, avec une adaptation libre du mariage de Figaro qui s'intitulait Une folle journée. Et je crois que ce spectacle vous a fait perdre plusieurs kilos avant de fonder votre première compagnie. C'est très juste, ouais, j'ai perdu, 8 kilos, je pense, sur ce premier Avignon où on découvre tout. Parce que c'est assez intense, Avignon. On arrive, on doit remplir
notre salle, tous les jours on va tracter. Et puis nous, on avait fait beaucoup d'erreurs. On avait pris une maison à 40 km d'Avignon. On n'avait pas assez de voitures pour tout le monde. Enfin, c'est une bonne galère, quoi. Ouais, c'était sport. C'était sport. Donc, vous dites que c'est un petit peu aussi l'école du bouche à oreille à Avignon. Hein. Ouais, complètement même. C'est là où j'ai un peu appris à faire des spectacles, en fait. Et puis, le off d'Avignon, les gens arrivent, les spectateurs arrivent et ils demandent autour d'eux qu'est-ce qu'il y a à voir. Et puis là, le bouche à oreille s'est mis en route et très vite, les spectacles qui créent ce buzz, en fait, vont être pleins. Ouais, donc il y a quelque chose d'assez égalitaire à Avignon où c'est pas la com, c'est vraiment le spectacle en lui-même, quoi. Donc j'ai toujours cherché à faire des spectacles qui pourraient créer ce bouche à oreille là. Et c'est un bon test. Très bon test Avignon. Ouais, et puis surtout, c'est là où on vend des dates de tournée aussi à Avignon, les programmateurs descendent, il y a et puis le public qui vient à Avignon, c'est des amoureux de théâtre, contrairement à un public, on va dire, parisien, qui parfois est un peu traîné par sa moitié, ou vient là en se disant, oh non, le théâtre, non. Mais alors qu'à Avignon, ils sont là, ils ont pris leur billet, ils sont tout contents, les places sont moins chères qu'à Paris, et donc, ils cherchent à découvrir des c'est des pépites, vrais quoi. Amateurs de théâtre tout qui viennent. En 2010, Alexis Michalik, vous adaptez et mettez en scène le deuxième acte de Carmen de Bizet, intitulé Carmen Rock and Soul Opera. C'était avec la chanteuse Julie Zenati dans le rôle principal et une vingtaine de comédiens, chanteurs. Et je crois que c'est là, si je me trompe pas, que vous avez fait la rencontre de Roxane Le Texier. Tout à fait, qui joue maintenant Oula dans Les Producteurs. Qui est merveilleuse. C'était son premier spectacle, elle avait 20 ans seulement, elle sortait à peine d'école, et puis nous, c'était vraiment un truc à l'arrache, mais en même temps beaucoup trop mégalo pour le Ciné 13, qui est aujourd'hui le Théâtre Le Pic. Une petite salle de 100 places, et on s'est dit, allez, venez, on va faire un opéra rock. C'était Benjamin Bellecourt qui dirigeait, qui est donc depuis devenu mon associé, mon producteur, et qui n'est autre que le mari de Julie Zenati. On voit toujours cette fidélité. Il m'a dit, pourquoi tu proposes pas à Julie de faire Carmen? J'ai dit, ouais, allez, allons-y. Et donc elle a fait Carmen, et puis c'était Christophe Mali, le chanteur de Trio, qui jouait Don José. On a été 25 sur scène, et puis on a joué 7 fois, et ça s'est arrêté là, mais c'était une super aventure. Alors maintenant, on va en parler, bien évidemment. Votre dernière œuvre, l'adaptation en France de la comédie musicale Les Producteurs de Mel Brooks, qui est donc un des plus gros cartons jamais connus aux États-Unis, je crois même dans le monde entier. C'est tiré d'un film donc de Mel Brooks en 1968, avant de devenir le show musical de Broadway le plus primé de tous les temps. Il est resté 6 ans à l'affiche à partir de 2001. Au départ, la passion pour Mel Brooks ou la comédie? Moi, mon père avait une passion pour Mel Brooks. Il m'a fait découvrir ses films et je trouvais ça très drôle. Et puis un jour, j'ai découvert ce film de 2005 qui n'est pas celui de Mel Brooks, mais vraiment, ça a été le déclic. Je me suis dit, ça doit être incroyable sur scène. Je suis sûr que ça va faire un carton. Et effectivement, ça a été un carton monumental à Broadway. Et puis, les années sont passées et je voyais pas la pièce se monter en France. Je me disais, tiens, c'est quand même bizarre. C'est avec un truc qui a autant marché, il n'y a pas une tentative. Tout à fait. Et puis 10 ans plus tard, un truc comme ça, je sortais d'Edmond et je mange avec Laurent Bentata et Eric Lousteau, qui sont les producteurs de Stage Entertainment, qui ont Le Roi Lion notamment, etc. On va en parler. Et on parle de nos rêves. Et ils me disent, mais toi, il y a quelque chose que tu aurais envie de monter? Je dis, oui, moi j'aimerais bien monter Les Producteurs, mais bon, ils nous disent, moi ça fait 10 ans qu'on essaie de le monter. Donc, incroyable. Et donc on s'est renseigné, les droits étaient pris, parce qu'il y a encore des gens qui cherchaient à le monter de diverses manières possibles. Et puis 1 an passe, 2 ans passent, et il me rappelle, et il me dit, mais je crois que les droits sont en train de se libérer, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, ouais, à fond. Donc on est parti là-dessus, on a négocié, on a récupérer ses droits. Et on va en parler avec un petit extrait et vous nous racontez l'histoire de ce burlesque éblouissant. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Bloom, où est-ce que vous allez? Vous avez déjà pris votre pause pipi. Je ne vais pas faire pipi, je vais faire carrière. Quand je serai un producteur, j'aurai des tas d'assistants. Elle est dans le show. Attends une minute, on sait même pas s'il y a un rôle pour elle dans le show. Max, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans, ça va trop loin là. Trop loin? C'est rien du tout, ça je te préviendrai quand ça ira trop loin. On peut le faire, ils peuvent le faire. So
Alors on l'entend, quand on entend ça, on a un petit peu le sentiment, je vais vous dire franchement, au début de votre pièce, de cette comédie, qu'on éprouve quand on va à Disneyland. C'est un peu ça, en même temps on passe aussi par La La Land. Racontez-nous l'histoire de Max Bialystock et de Léo Blum, Alexis Michalik. Alors Max Bialystock, c'est un vieux producteur sur le retour, qui est joué par Serge Postigo, et qui a pas fait de succès depuis un certain nombre d'années, et il va croiser la route d'un jeune comptable, Léo Blum, interprété par Benoît Coden. Et ce jeune comptable va mettre le nez un peu dans ses comptes et dire tiens, c'est marrant, si vous étiez sûr de faire un flop, vous pourriez faire plus d'argent qu'avec un succès. Comment ? Eh ben tout simplement en levant une somme importante, 2 millions de dollars par exemple, et puis auprès de ses investisseurs, puisque Max Bialystock, lui, il couche avec des vieilles dames fortunées pour arriver à monter ses shows. C'est ça, en échange de chèques. En échange de petits chèques pour arriver à créer son spectacle. Et puis une fois que vous avez monté le spectacle pour, on va dire 100 000 $, bah vous gardez le reste de l'argent et puis vous partez à Rio avec cet argent. Donc il décide de se mettre en quête de la pire pièce possible, celle qui est assurée de faire un flop dès la première, et ils vont tomber sur Des fleurs pour Hitler, une comédie musicale à la gloire du Führer, écrite par Franz Lipkin, un nazi réfugié sur les toits de Broadway où il élève des pigeons. Et je rappelle que ça se passe à la fin des années 50 aux États-Unis. Alors justement, les pigeons, c'est incroyable, on rigole énormément, c'est très drôle, bien évidemment, je l'ai dit, c'est burlesque, on s'amuse, c'est très maîtrisé en même temps. Vous mettez aussi bien en lumière les juifs, les noirs, les gays, tout ça dans un melting pot. Mel Brooks. Voilà, hilarant. Vous le mettez en scène avec un thème fort, donc vous l'avez dit, la Seconde Guerre mondiale, où le second degré est de mise, notamment sur la chanson Des fleurs pour Hitler. Sur notre antenne, c'est difficile d'entendre ça, mais je dois avouer que l'échange qui suit entre les deux producteurs est très fort, puisque il y a ce passage où il y a donc la chanson. Et tout de suite après, donc je vous avoue, ça nous fait un petit truc à l'estomac. C'est pas évident d'entendre Des fleurs pour Hitler, surtout quand on prête allégeance éternelle à Hitler avec des brassards ornés de croix gammées. Sachant qu'ils sont tous les deux juifs, Léo Blum et Max Bialystock. En plus. Et puis c'est incroyable, mais en même temps, on applaudit à la fin parce que le texte est tellement bien ficelé, c'est bien maîtrisé, qu'on rentre, qu'on applaudit, quoi, tout simplement. Je pense qu'on se laisse gagner par la folie du propos. En fait, les personnages sont tellement dingues et ils sont tellement hors normes et on peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie pour eux, même pour le nazi qui a écrit la pièce avec ses pigeons. Bah en fait, il est terrifiant et à la fois on l'adore. C'est ça, parce qu'il est très drôle. Enfin, et il y a de l'empathie sur tous ces personnages et c'est ce qui fait qu'au final, on se laisse aller à regarder ce délire de 10 minutes, puisque ça termine quand même par 10 minutes de show sur Les fleurs pour Hitler. C'est ça. Avec un Hitler complètement fou qui va emporter la salle, quoi. Alexis Michalik, je vais être un peu grossière, mais c'est très flatteur pour vous. C'est très couillu ce que vous avez fait. Je le dis sans mâcher mes mots, c'est un pied de nez à ceux qui disent qu'on ne peut plus rire de tout. C'est la preuve même qu'avec le Troisième Reich sur scène et donc cette allégeance, on peut rire, on peut en rire. Est-ce que vous n'avez pas eu peur ? Est-ce que vous avez douté à un moment donné ou vous y êtes dit je m'en fous, j'y vais ? Honnêtement, on n'a pas eu peur, ni moi ni les producteurs. C'est pas la partie Hitler à Troisième Reich qui nous faisait le plus peur, à vrai dire, parce que bon, il commence à y avoir un recul maintenant. Mel Brooks, quand il a écrit, quand il a créé en 67, là pour le coup, 20 ans après la guerre, fallait vraiment oser faire ça, quoi. Mais bon, depuis, il y a eu un moult films qui ont complètement ridiculisé Hitler. Je veux dire, Inglourious Basterds, pour ne citer que ça, mais il y en a mille. Et moi, j'avais plus peur on va dire du rapport aux femmes, du rapport aux gays. C'était plus ça qui m'inquiétait, la place de la femme, où là étant le seul personnage féminin qui est une secrétaire. Donc vraiment un peu l'archétype de la blonde plantureuse qui arrive et qui a de l'ambition, etc. Et donc ça, c'était plus le truc qui me faisait le plus flipper des réactions du public aujourd'hui à l'heure de #MeToo, etc. que la partie nazie qui est tellement délirante que en fait c'est délirant. Et puis il y a un petit extrait que j'ai quand même envie qu'on diffuse parce que à un moment donné, je vous ai dit tout à l'heure, vous nous parlez du Roi Lion. En effet, votre production c'est le Roi Lion. Il y a un extrait qu'on est obligé d'écouter sur notre antenne. Max, quoi ? Regarde, j'ai réussi. On a tout l'argent. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est à monter le plus gros flop de tous les temps. C'est génial!
On peut le faire, on peut le faire, on peut faire beaucoup d'argent. Stockenblum, Bial Stockenblum, il a levé les fonds, on rentre en production. Il a le pognon, tout est ok, reste gay. Ça, c'est un extrait, mais c'est le bon extrait qu'on va passer maintenant, numéro 5. J'étais le roi. C'est tout le spectacle. Le roi de tout Broadway. Non, oui, mais non. Voilà, c'est un joli clin d'œil à votre société de production Stage qui produit également Le Roi Lion. D'ailleurs, on aura le plaisir de recevoir une partie avec justement Laurent Bentata sur cette émission à la rentrée. Alors, c'est très drôle, on l'a dit, surtout quand il y a des petites phrases de ce genre qui sont mises par parcimonie dans cette comédie musicale. Il y a 16 personnes sur scène, une synchronisation incroyable. Quel boulot! Ouais, quel boulot, et puis surtout quel talent, ces 16 acteurs, danseurs, chanteurs, comédiens. On les a auditionnés, et puis je pense que c'est l'une des raisons qui faisait que cette pièce n'a jamais été montée. C'est qu'au départ, on cherchait, les gens qui ont essayé de monter ça en France, ils cherchaient un duo de stars. Un duo de stars de Broadway, sauf qu'on n'a pas de stars de Broadway en France, et donc on s'est arrêté sur l'idée de faire un ensemble cast, donc une vraie troupe, et on a auditionné à peu près 150 artistes, on a reçu à peu près 2000 CV, et on les a vus, et on a vu des super artistes très talentueux, et on a essayé de prendre ceux qui étaient non seulement les plus doués, mais les plus drôles. Et donc on a vraiment axé là-dessus, et on les a fait jouer de la comédie beaucoup pour arriver à trouver ceux qui avaient le plus le nerf et le temps comique, et au final, on s'est retrouvé non seulement avec des bosseurs de dingue, parce qu'ils savent tout faire, ils claquettent, ils jouent, enfin bon. Les claquettes, ça a été aidé par le confinement, 1 an et demi de pause, ça leur a permis de réviser un peu leur tuto claquettes. Vous adorez ça en plus. Moi j'adore ça, mais qui n'aime pas les claquettes? C'est le truc le plus merveilleux. Ça nous embarque tout de suite. Bah oui, tout de suite, on est au spectacle, je vois les sourires de la salle qui s'éclairent quand le premier grand numéro de claquettes arrive. Et voilà, donc c'était du travail de haute précision, mais c'est surtout que les artistes sont suffisamment doués pour que ça soit pas si difficile que ça pour eux, quoi. Alexis Michalik, c'est la dernière question de cette partie. J'ai envie de rebondir avec vous sur une phrase que je crois que vous avez dit. Il y a bien plus en moi que ce qu'il y a en moi. J'ai envie de savoir si elle vous ressemble, Alexis Michalik, et s'il y a encore plus de choses en vous, et quel est le coup d'après. Bon, alors c'est Max Bialystock qui dit ça, effectivement, juste après il se dit c'est un peu débile ce que je dis, mais bon, il le dit quand même, il y a bien plus en moi qu'il n'y a en moi. Je pense qu'il y a bien plus en chacun qu'il n'y a en chacun, Il suffit juste d'y mettre un peu de travail, de discipline, et puis surtout d'oser, comme d'habitude, c'est là le nerf de la guerre. Et oui, vous osez, et justement, on va aider et aimer encore oser avec vous. Je pense qu'on va tous réserver sa place pour les producteurs au Théâtre de Paris, dans le 9e arrondissement de Paris, mais on va continuer à parler avec vous et de vous dans cette émission. Alexis Michalik, dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur votre personnalité. Ce sera avec Christophe Barbier, Jérôme Goulon ou encore Hugo Pêcheur pour parler théâtre, émotion, encore gastronomie. Restez avec nous. Dans un instant, le rappel des titres, et je sais que vous aimez un peu Ben Mazué, alors on l'écoute un tout petit peu. Restez avec nous sur Radio J.